Alors, seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, comme on dit. Et c'est le cas également dans les stratégies d'impact. Et on va justement voir dans cette prochaine partie comment collaborer de différentes manières pour mieux performer sur sa stratégie d'impact. Aurélie, je te laisse la scène. Bonjour. D'être là. Vous participez donc toutes les trois au parcours qui s'appelle Nouveaux imaginaires de la Convention des entreprises pour le climat. Ça a démarré en avril dernier. Caroline, moi j'aimerais déjà comprendre peut-être pourquoi ce parcours, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le sujet du dépassement des limites planétaires, des enjeux climatiques, il est de plus en plus médiatisé, connu, partagé par de nombreux acteurs. Mais globalement, on bute toujours sur les récits, même si on vient d'entendre un superbe exemple. Au global, les récits porteurs de la transition sont quand même plutôt, font pas rêver, sont pas crédibles ou sont pas audibles. Donc l'enjeu en fait de ce parcours, c'est vraiment de massifier l'émergence de ces nouveaux récits porteurs de modes de vie soutenables, en rassemblant et en faisant travailler un collectif de dirigeants, d'acteurs qui nourrissent et produisent les imaginaires de nos modes de vie d'aujourd'hui, donc agences de communication, agences médias, studios de production audiovisuelle, jeux vidéo, marques, écoles, voilà, j'en oublie certainement beaucoup, afin de travailler sur le sujet, mais aussi de les interroger et de les amener à repenser leur mode de fonctionnement, leur mode de coopération, et leur business model pour être sûr qu'on ne soit pas dans un super exercice de greenwashing. Quand j'ai discuté avec vous pour préparer cette table ronde, Nathalie, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une vraie dynamique sectorielle. Pourquoi est-ce que tout l'écosystème est à ce point convaincu qu'il faut aujourd'hui des nouveaux imaginaires ? Oui, bonjour. Effectivement, c'est une vraie dynamique sectorielle parce que, comme Caroline l'expliquait, il y a plus de 60 entreprises qui se sont et donc engagées sur ce sujet-là. 60 entreprises, effectivement, j'allais dire tous avec ce point commun que dans notre quotidien, on a ce super pouvoir de créer des imaginaires, des récits, alors que ça soit à travers de la communication, de la fiction, de la publicité. Et en fait, on a complètement conscience de notre responsabilité. Parce qu'on sait effectivement que ce super pouvoir, par ces messages qu'on diffuse tous les jours et que les Français et les citoyens reçoivent, on a cette puissance, j'allais dire, de rendre désirable ce qui est durable. Et ça induit des changements de comportement, de consommation, ça induit des changements de perception, et que c'est ça la véritable responsabilité du secteur. Et donc je crois qu'on en a absolument conscience, et c'est pour ça aussi qu'on a conscience que c'est pas des actions isolées qui vont avoir la puissance de la véritable transformation. C'est bien tous ensemble, tout notre secteur qui doivent, j'allais dire, avancer vers cette responsabilité. Il y a cette responsabilité, et puis c'est le thème. Alors performance, certains challengent un peu le mot, mais très clairement, il y a aussi cette conscience que demain, c'est sûrement la source de la durabilité de notre secteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit mettre notre expertise, nos savoir-faire dans le sens de cette durabilité. Aujourd'hui, il faut qu'on démontre que effectivement nos messages accompagnent les transformations qui sont absolument nécessaires au regard effectivement des limites planétaires. J'aurais presque dire les limites planétaires, c'est les limites business. Donc effectivement, il faut absolument qu'on soit engagé dans cette responsabilité. Et par le biais de la Convention des entreprises pour le climat, c'est un bon vecteur d'accélération. Valérie, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de nouveaux imaginaires ? Alors, elle est complexe. Bonjour à tous. Je dirais qu'on a tous des croyances, des rêves ou des idéaux.
Et ce sont bien les récits, donc ceux auxquels on est exposé depuis notre plus jeune enfance, ou comme le disait Thomas, depuis le temps des cavernes, qui ont permis de les façonner et qui aujourd'hui guident nos comportements et jouent un rôle clé dans notre façon de percevoir le monde. Donc comme le disait Nathalie, quand on parle de récits, on parle vraiment de tous les récits, puisque dès lors qu'on raconte une histoire, on envoie un message qui va venir influencer notre façon de penser. Donc c'est les séries ou les films que l'on va regarder, les films, les magazines que l'on va lire, la publicité à laquelle on va être exposé, les jeux vidéo auxquels on va jouer, les influenceurs, etc., etc. Et donc effectivement, on voit bien le rôle considérable qu'ont aujourd'hui ces récits. Et donc tout l'enjeu, et c'est ce qu'on travaille au CEC, mais tout l'enjeu, je dirais, de notre filière et de la profession, c'est effectivement de détricoter ces récits pour en créer de nouveaux, mais pas des récits qui vont venir se superposer aux existants, mais vraiment mettre en place de nouveaux standards qui vont permettre de faire opérer cette bascule. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les Français ont de fortes attentes sur le sujet, donc il y a du potentiel. Un rapport de l'INSEE qui date de 2023 disait que seulement 7% des Français n'ont pas d'attente spécifique sur le sujet, ce qui est très peu, ce qui veut dire que 93% en ont. Et ils attendent notamment des messages qui soient positifs et qui soient porteurs de solutions. Donc ça laisse une énorme opportunité effectivement à toute la filière de s'engager dans cette dynamique. Et pour finir cette définition, qui n'est pas du tout une définition officielle, je voulais vous partager cette citation que je trouve très inspirante. C'est une citation d'André Breton qui disait « L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel ». Je trouve que ça laisse un bel espoir à notre profession. Exactement. Caroline, moi j'ai le sentiment que vous êtes très très alignée sur tous ces messages et sur tout ce travail. C'est important d'avoir un collectif, de co-construire sur des sujets qui sont aussi fondamentaux que ceux-là. Oui, alors la coopération et la co-construction sont essentielles. Déjà parce que seul, c'est quand même difficile de faire bouger les lignes, sauf si on est archi-leader, et encore. Toutes les entreprises sont intégrées en amont, en aval, donc il faut travailler avec toute sa chaîne de valeur. Et en fait, je voudrais juste donner un exemple de coopération d'un participant du premier parcours CEC, pour laisser ensuite à Nathalie et Valérie l'occasion de compléter avec d'autres exemples. C'est la marque Mustela qui s'était lancée dans un projet de présentation de ses produits en pharmacie en vrac, seul, pour évidemment éliminer les emballages plastiques. Et au bout de 2 ans, ils se sont dit, ça va être difficile seul parce qu'on n'a pas assez de visibilité, parce qu'on a du mal à convaincre le pharmacien de s'occuper et d'aller expliquer cette nouvelle présentation, et pas hyper attractif pour le consommateur. Donc ils sont allés voir leurs concurrents, chose qui se fait jamais, en disant, voilà, on partage tout avec vous, nos 2 ans de travaux sur le sujet, que ce soit la recherche de fournisseurs, les calculs de prix, enfin voilà, tout le process. Et ensemble, on va pouvoir bâtir, proposer une offre beaucoup plus attractive, beaucoup plus visible, engager le pharmacien, lui donner l'habitude de proposer, de présenter ses produits dans cette nouvelle présentation. Et force est de constater qu'au bout de 2 ans, ça fonctionne. Ils sont en test dans une dizaine de points de vente. Les ventes sont là. Le consommateur, finalement, a acheté un nouveau récit grâce à la coopération et la co-construction. C'est beau comme exemple. Nathalie, j'ai l'impression quand même qu'on est au balbutiement. On voit l'exemple de Mustela qui a quelques difficultés au début. On est quand même au tout début de ces démarches-là. Et souvent, les nouveautés parfois viennent de groupes, disons, plus petits, plus agiles. Et vous, sur un groupe comme Havas, vous prenez cette position de pionnier. C'est un choix un peu audacieux. Alors, balbutiement, c'est-à-dire, je pense que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces problématiques. Effectivement, c'est le début de cette convention des entreprises pour le climat. Enfin, on est plutôt à la moitié du process. J'allais dire, chez Havas, je pense qu'on a au contraire la parfaite taille. On est à la fois, effectivement, alors vous nous mettez dans la catégorie des gros, je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais effectivement, on a en tout cas cette capacité d'attraction avec l'ensemble de nos clients. Et effectivement, quand on décide de prendre une bonne pratique, on a la capacité de pouvoir la systématiser et presque de massifier en fait les bons comportements.
Donc effectivement, j'allais dire, il faut absolument que les entreprises leaders sur leur secteur soient engagées et tirent leur secteur et les bonnes pratiques. Après, ce qui est absolument, en tout cas, formidable chez Havas, c'est qu'on a aussi une agilité, en fait, et des synergies entre l'ensemble de nos agences, qu'elles soient créatives ou qu'elles soient médias, qui fait qu'on a, j'allais dire, la bonne taille aussi pour pouvoir tester les bonnes pratiques, de trouver les bonnes expertises et de pouvoir effectivement avancer. Donc, j'allais dire la taille, il faut surtout effectivement jouer avec ces bons atouts. Et nous, effectivement, c'est à la fois c'est aussi notre capacité d'adaptation, parce que il y a toute une partie où on ne sait pas exactement quand même où on va. C'est-à-dire qu'on parle de ces nouveaux imaginaires qu'il faut mettre en place, de ces nouveaux récits, mais pour l'instant, il n'y a pas de guide de bonne pratique. Il y a des guides de bonne pratique pour décarboner notre secteur. Il n'y a pas encore de guide de bonne pratique pour mettre en place ces nouveaux imaginaires. Donc il faut effectivement pouvoir jouer de ses forces, et il y a forcément un atout dans l'innovation et dans cette agilité en fait, des pratiques. Valérie, justement, comment est-ce que vous voulez déployer ensuite ces nouveaux imaginaires chez France Télé, par exemple ? Alors, juste avant, j'aurais précisé, pour France Télévisions, quand on est un acteur du service public, que chaque semaine, on a près de 8 Français sur 10 qui regardent nos contenus et qu'on bénéficie d'un taux de confiance à l'égard de nos chaînes de 80% de la part des Français, effectivement, la pression, elle est immense, elle est grande, et elle est prise très au sérieux au sein du groupe. Donc l'engagement de France Télévisions est que tous ces sujets irriguent l'ensemble des contenus. On a parlé tout à l'heure des fictions, mais c'est vraiment qu'ils soient présents dans l'ensemble des contenus. La façon dont c'est opéré, donc on l'a vu, je vais vous donner 3 exemples très concrets. Alors non, juste avant, je voulais quand même préciser que ce qui est intéressant, c'est que là où ça pourrait paraître dit comme ça, comme une contrainte, on se rend compte qu'en fait c'est un formidable levier d'innovation. Et je vais vous donner donc trois exemples concrets pour illustrer ce point. On l'a vu tout à l'heure donc sur les fictions, comment la présence de consultants en biodiversité ou en transformation écologique vont pouvoir aider à aménager le scénario, voire même dans certains types de fiction à revoir toute l'arche narrative de façon à ce que la thématique elle soit vraiment au cœur de l'histoire. Et donc on regarde quelque chose et c'est plus quelque chose qui vient se superposer à quelque chose qui arrive un peu comme qui pourrait être perçu comme gênant, mais c'est complètement au cœur de l'histoire qu'on va raconter. Donc ça, c'est l'exemple, voilà, un exemple pour la fiction. Et Thomas a détaillé un petit peu comment c'était mis en place au niveau d'un si gros soleil, mais on a aussi d'autres thématiques de fiction qui sont exactement sur la même logique, avec des consultants qui sont là et qui aident un petit peu à orienter les sujets. Ensuite, au niveau de l'information, l'approche, elle est un petit peu différente parce qu'elle est plus sensible par définition, puisque quand on parle de nouveaux imaginaires, il y a un côté un petit peu fiction. Or, l'information, elle n'est pas fiction, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Et on ne peut pas raconter la réalité autrement que ce qu'elle est. Donc, ce qui a été décidé au niveau du groupe, c'est de mettre en place une équipe qui est dédiée, qui est intégrée à la rédaction et qui a fait donc un énorme travail pour mettre en place un espèce de background commun auprès de tous les journalistes qui vont leur permettre de contextualiser tous les sujets, que ce soit des sujets économiques, politiques ou sociétaux. C'est-à-dire qu'on va donner une information, un manque d'approvisionnement sur un certain type de matières premières, plutôt que de le traiter uniquement sous l'angle économique, voir et en tout cas réfléchir, ou en tout cas avoir le réflexe de se dire est-ce qu'il n'y a pas une cause climatique qui explique ça ? Et si elle y est, pas, on ne va pas l'inventer, mais si elle y est, en tout cas la partager et la faire savoir, pour qu'il y ait des liens comme ça, de façon un petit peu indirecte, qui se tissent auprès des téléspectateurs et qu'il y ait des réflexes qui soient mis en place. Et donc, cette équipe dédiée, elle fait un énorme travail. Donc, ça a été une formation extrêmement exigeante qui a été faite auprès de toute la rédaction. Et puis aussi, cette cellule leur amène des solutions, parfois des paroles scientifiques ou des sujets qui vont permettre de traiter l'information avec des solutions. C'est vraiment une attente, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui arriver à parler de ce sujet-là en amenant des solutions et en réenchantant un peu le discours pour donner envie. Voilà. Et le 3e exemple que je voulais dire, c'était la météo-climat. C'est un programme qui a été lancé maintenant depuis plus d'1 an et demi,
qui fonctionne extrêmement bien, qui a été reconnu dans le monde entier, qui a vraiment fait bouger les lignes sur la façon dont on pouvait parler météo. D'ailleurs, la journaliste qui est à l'initiative de ce programme a été élue en 2023 comme une des 3 plus grandes journalistes au monde, avec deux autres personnes qui venaient un des États-Unis et un autre d'Asie, pour avoir fait bouger les lignes du journalisme. Voilà, donc je voulais dire que voilà, donc à travers ces 3 exemples, on voit bien que l'innovation, elle est quand même au cœur de cette transformation et qu'elle permet de créer des nouveaux métiers, elle apprend à travailler différemment et que finalement elle amène beaucoup de valeur au sein des entreprises. En tout cas, ça donne vraiment envie de se pencher sur le sujet plus en profondeur. Caroline, est-ce qu'il va y avoir d'autres cycles après celui-là pour les entreprises qui ne se seraient pas encore lancées ? Alors, voilà, donc la Convention des entreprises pour le climat, en fait, on lance voilà, des parcours, des nouveaux parcours régulièrement. Sur la thématique spécifique des nouveaux imaginaires ou des nouveaux récits, voilà, on est à milieu de parcours, donc c'est pas encore décidé. Par contre, voilà, il y a des nouvelles thématiques qui sont en cours de recrutement dans les secteurs de l'eau et océan. Va bientôt redémarrer, enfin réouvrir en recrutement aussi sur la thématique du monde financier. Ce sera la 2e version du bâtiment et de l'immobilier et des parcours, on va dire, plus génériques dans les régions aussi, puisque voilà, les enjeux de coopération fonctionnent très très bien à l'échelle territoriale également. Un grand merci à toutes les 3 pour vos témoignages et cet engagement collectif sur ces nouveaux imaginaires.